L'escalade, autrefois appelée varap, cantonnée au statut d'outil pour des alpinistes d'exception, elle est petit à petit sortie de cette niche pour devenir la discipline à part entière que nous connaissons aujourd'hui. Une discipline principalement sportive et pratiquée par un public de plus en plus varié. Une discipline qui s'est forgée au fil du temps pour mieux correspondre à nos attentes modernes et s'émanciper de ses racines aventureuses. Ce chemin, vous vous en doutez, ne s'est pas fait en un jour et c'est dans une histoire entre éthique et sécurité qu'une nouvelle escalade est née, l'escalade dite libre. Salut à tous, c'est Miguel de Caillou TV et aujourd'hui je suis content de vous présenter le premier épisode de Parlons Caillou. Que ce soit en artificiel ou sur site naturel, avec comme objectif la vitesse ou simplement le sommet, l'escalade, bien que verticale par essence, offre un choix de pratique quasi illimité pour tous ses aspirants. Malgré tout, lorsque l'on parle et que l'on imagine l'escalade, une image revient inexorablement. Celle d'un grimpeur attaché à une corde, se mouvant sur une paroi avec son corps comme unique moyen de progression. Cette forme d'escalade, qui consiste à grimper au plus simplement sur une paroi, s'appelle l'escalade libre. Plus sécurisée, plus accessible et surtout plus pratique, mais pourtant loin d'avoir été adoptée à l'unanimité dès ses débuts, l'escalade libre est aujourd'hui définie telle qu'elle. Un style d'escalade qui consiste à progresser sur une paroi sans utiliser de matériel pour s'aider et à atteindre le sommet d'une voie d'escalade en utilisant uniquement les prises du rocher. La définition varie d'ailleurs peu selon les sources et tout le monde s'accorde sur un point, l'escalade libre se pratique à main nue. Et si on retrouve ce point à chaque fois, c'est parce que l'escalade libre est elle-même née par opposition à sa rivale de toujours, l'escalade artificielle. L'escalade artificielle qui, contrairement au libre, se définit par l'utilisation de matériel et d'équipements pour progresser dans la voie. Et si aujourd'hui la pratique de l'escalade libre semble être devenue une évidence, ce fut pourtant loin d'être le cas au cours du siècle dernier où les protagonistes des deux écoles se sont livrés une bataille farouche pour répondre à une question qui a toujours taraudé la discipline, comment doit-on grimper ? Et aujourd'hui, je vous propose donc un petit voyage dans le passé pour redécouvrir l'opposition qui a fait l'histoire de notre sport. Asseyez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est parti. Nous sommes à l'avènement du XXe siècle, au tout début des années 1900. Pour mieux se représenter le contexte, à l'époque, quand on parle d'escalade, c'est en fait dans un sens extensif pour évoquer à la fois l'alpinisme et la grimpe, ou anciennement varap. La discipline n'est pratiquée que par de rares passionnés, connaisseurs de la montagne et surtout avec beaucoup de matériel. Le but étant simplement d'atteindre le sommet. On ne fait alors pas vraiment la différence entre escalade libre et artificielle, les techniques d'escalade sont très rudimentaires. Concernant le matériel, on dispose surtout de coins de bois et autres nœuds de corde qu'on va venir bloquer dans les fissures pour se retenir en cas de chute, et c'est tout. Ces moyens ne permettent pas alors un grand débat d'idéologie, on grimpe comme on peut avec ce qu'on a, et l'escalade est au final seulement un outil pour de plus prestigieuses ascensions. On n'a pas encore le débat entre escalade artificielle d'un côté et escalade libre de l'autre, mais cela va bientôt changer avec une nouvelle invention qui va nous suivre pour le reste de notre histoire, le piton. Le piton apparaît pour la première fois dans les années 1900 au travers de quelques guides autrichiens dont Hans Fichte, qui reste le plus cité. Il s'agit en fait d'une simple lame de métal que l'on plante dans une fissure et percée à l'une des extrémités pour s'y encorder. Le but est simple, se retenir en cas de chute de la même manière que nos coinceurs modernes. Et déjà, un homme va se lever contre cette pratique, Paul Preuss. Né en 1886 dans l'Empire austro-hongrois, Preuss va sillonner les Alpes durant toute son existence, y accomplissant de nombreuses premières et devenant particulièrement connu pour ses ascensions en solo, sans piton ni corde. Il devient un grimpeur reconnu, mais en désaccord avec beaucoup de ses contemporains par rapport à son idéologie de la grimpe. Pour lui, si les pitons permettent d'affronter de nouvelles difficultés, ils entraînent par leur utilisation excessive une certaine dévaluation des voies et donc un appauvrissement de la beauté de la discipline. Pour appuyer sa philosophie, il va même jusqu'à écrire 6 théorèmes que devrait toujours respecter un grimpeur selon lui. Attention, je vous les lis. Les capacités d'un grimpeur devraient toujours être supérieures à celles demandées par la voie entreprise. On ne devrait escalader que des voies que l'on peut désescalader. Tout moyen d'assurage artificiel ne se justifie que dans de soudaines et extrêmes situations. Les pitons ne doivent être utilisés qu'en cas d'urgence et non comme aide lors d'une ascension. La corde sert à faciliter l'escalade, mais jamais comme seul moyen de rendre une ascension possible. Le principe de sécurité dérive d'une honnête estimation de ses capacités et pas de l'utilisation de moyens de progression artificiels. En d'autres termes, un grimpeur ne devrait pas tricher en ayant recours à de l'équipement, il devrait être seul juge de ses capacités et tant pis pour lui s'il se trompe. Quand on regarde ces théorèmes, on peut se dire que ce sont simplement les prémices de l'escalade libre, posées par écrit de manière certes assez exigeante, mais au final on retrouve des choses assez lambda comme ne pas s'appuyer sur des pitons pour l'ascension. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque et notamment au niveau du matériel. Pas de topo pour juger de la difficulté d'une voie, donc on devait tout lire à vue, et rappelons-le dans des conditions d'alpinisme, c'est-à-dire que le moyen de retour était beaucoup plus compliqué, avec souvent des descentes en rappel à répétition.
Ironie du sort, Paul Preuss périra en 1913 lors de l'ascension du Mandelkogel en Autriche, emporté par son idéologie probablement trop précoce pour l'époque. De lui, nous garderons ces théorèmes qui resteront comme les prémices de l'escalade libre. Cette philosophie, tout de même partagée par certains pays, se développera notamment en Angleterre et en Allemagne de l'Est, où l'usage des pitons sera proscrit et où les seuls moyens d'assurage convenables resteront les anneaux de corde ou les nœuds durant de nombreuses années. Quant à eux, les pays alpins choisiront un autre chemin avec le développement de la sécurité et l'utilisation de nouveaux matériels, avec le mousqueton emmené par des grimpeurs de renom comme les Allemands Hans Dülfer ou Otto Herzog. Pendant l'entre-deux-guerres, le matériel continue de se développer. Le piton et le mousqueton rentrent de plus en plus dans les habitudes des alpinistes de l'époque, et malgré une forte opposition dans les Alpes occidentales, ils finiront aussi par y trouver leur place dès la fin des années 30. Pendant ce temps, on voit alors l'arrivée de plusieurs innovations importantes. En 1933, le français Pierre Alain invente le mousqueton en alliage léger, moitié moins lourd que son prédécesseur, puis les espadrilles avec semelles de caoutchouc en 1935, qui déboucheront plus tard sur les premiers chaussons d'escalade modernes en 1948, et les premières cordes en nylon apparaissent avec la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, on va assister à l'apparition de l'innovation la plus importante pour notre histoire, et ce dès 1920. Il s'agit encore de pitons, mais cette fois-ci, ce sont des pitons à expansion. Ces pitons, aujourd'hui communément appelés spit, font leur apparition en Europe avec pour seule utilité la sécurité. Contrairement aux pitons classiques qui nécessitent une fissure pour être positionnés, ces pitons peuvent être placés à l'intérieur d'un trou directement foré dans la paroi, ce qui présente un avantage évident pour les grimpeurs. Et si, à une époque où l'artificiel est de mise, on utilise ces pitons uniquement pour s'assurer, il y a en fait plusieurs raisons à ça. La première, elle est de l'ordre technique, car en plus d'être relativement cher, à l'époque forer un trou dans la roche, ce n'était pas facile, et à la place d'un perfo, on utilisait un tamponnoir, que l'on frappait avec un marteau pour percer la roche petit à petit, et y faire un pas de vis. La méthode était longue, fastidieuse, planter un piton à expansion pouvait alors durer 45 minutes, et à cette époque, le bivouac en montagne n'était pas une chose enviable, on était pendu dans sa corde et dans ses étriers, et ce n'était pas forcément très agréable. Mais c'est surtout la deuxième raison qui va nous intéresser, car si les pitons classiques ne pouvaient être placés que dans des fissures, les pitons à expansion sont affranchis de toute dépendance à l'environnement naturel et peuvent donc être placés n'importe où sur la paroi, et cela allait bientôt poser un problème d'éthique. Nous sommes en 1950, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, et à cette période, l'escalade c'est principalement l'Europe. Les Américains, encore trop occupés à explorer leur propre pays durant le début du siècle, se heurtent à plusieurs problèmes. Un niveau trop élevé pour les compétences techniques des grimpeurs du pays, et surtout des parois de granit très dures rendant inadaptés la plupart des pitons importés d'Europe. Mais sous l'impulsion de quelques grimpeurs de la côte ouest, une vallée est en train de se développer, une vallée qui deviendra bientôt incontournable dans le monde de l'escalade, la vallée du Yosemite. Et parmi ces grimpeurs se trouve un personnage du nom de John Salaté. Né en 1899 en Suisse et forgeron de profession, Salaté arrive dans le parc du Yosemite à 46 ans et tombe amoureux de l'escalade qu'il n'a presque jamais pratiquée auparavant. Malgré son manque évident de vivacité dû à son âge, John brille d'une autre manière. Il va devenir une figure iconique par sa technique en escalade artificielle et son ingéniosité. D'abord, il invente un nouveau type de piton, plus résistant, qui ne se tord pas face au granit américain, ce qui enclenchera alors l'arrivée de nombreux autres modèles faisant grandement progresser le niveau dans la vallée. Mais surtout sans le vouloir, il lancera sûrement l'un des plus grands débats que l'escalade ait jamais connu. Nous sommes en 1946, et alors qu'il est en repérage pour une future ascension, notre forgeron se retrouve bloqué, face à une paroi lisse qui contient juste quelques petites fissures à peine assez grandes pour accueillir l'un de ses pitons. Il a réussi tout de même à en planter un pour s'encorder, mais ne peut pas pousser dessus pour se hisser. Qu'importe, Salaté sort son tamponnoir et plante un piton à expansion. Et même si on peut douter que cela soit vrai, il est alors reconnu comme le premier à avoir utilisé un spit comme point de progression. Pendant plusieurs années, même si certains grimpeurs commencent à utiliser des expansions pour progresser, cet acte restera assez isolé et on préférera utiliser des pitons traditionnels pour la raison logistique évoquée plus tôt. Les années 50 défilent et vers la fin de la décennie, une nouvelle génération de grimpeurs talentueux voit le jour. Et parmi ces grimpeurs, on apparaît surtout deux que tout va bientôt opposer, d'un côté Royal Robbins et de l'autre Warren Harding. Royal Robbins. Prodige de l'escalade depuis son plus jeune âge, il est décrit par ses pairs comme un leader charismatique, d'une technique impeccable et probablement le meilleur grimpeur de sa génération. Il est aussi poétique dans sa philosophie que dans ses écrits où il retrace ses ascensions. Pour Robbins, le sens que l'on donne au fait de grimper est d'une importance capitale. On ne grimpe pas n'importe comment et réussir une voie en plantant des pitons à expansion à tout va est à la hauteur du premier venu. Au niveau du matériel, il faut n'utiliser que ce dont on a réellement besoin pour passer les endroits les plus compliqués, voire pour s'assurer une certaine sécurité.
En bref, on aperçoit des résurgences de certains des principes évoqués par Paul Preuss. Warren Harding, c'est tout le contraire. En plus d'avoir commencé l'escalade très tard, aux alentours de ses 30 ans, il n'a clairement pas le même talent naturel que Robbins. Si Robbins est un technicien, lui est un ingénieur et il le montre en devenant très rapidement un des cadors de la grimpe en artificiel. Fêtard, il aime boire, s'amuser et ne manque pas de prévenir les médias à chacune de ses ascensions. Pour lui, peu importe la méthode, le principal est d'arriver au sommet. Il est donc ridicule de ne pas utiliser les meilleurs moyens technologiques et artificiels à notre disposition pour y arriver. Et cette joute prend de l'ampleur lorsque Warren Harding va créer l'exploit en réussissant l'ascension de la voie mythique The Nose en 1958 sur la falaise d'El Capitan. C'est la première ascension de cette paroi mythique du Yosemite, mais plus qu'une ascension, c'est une véritable expédition. Pour réaliser cette prouesse, il lui aura fallu environ 47 jours répartis sur plus d'1 an. Et pour mieux vous rendre compte de ce que cela représente, voici une petite liste pêle-mêle de toutes les choses que vous pouvez faire en 47 jours. Bref, il aura fallu 1 an pour que l'expédition touche à son terme, 1 an durant lequel le groupe aura utilisé tous les moyens à sa disposition pour vaincre ce mur. Des pitons à expansion, des pitons classiques désignés exclusivement pour les fissures très larges d'El Capitan, et surtout des cordes fixes qui vont faire polémique, utilisées pour redescendre et remonter à chaque nouvelle tentative de progression. Évidemment, de l'autre côté, ça ne plaît pas à Royal Robbins, qui traite cette expédition de véritable siège. Pour lui, les cordes fixes, à la manière de pitons d'expansion, dévalorisent la voie, en permettant à n'importe qui de réussir. Nous sommes allant 2 ans plus tard, en septembre 1960. Robbins entame la première répétition du Nose, mais cette fois-ci, pas question d'utiliser des cordes fixes pour se ravitailler à volonté. L'expédition devra être courte, car le groupe a dû se priver d'un surplus de vivres pour s'alléger. Et c'est un succès puisque 7 jours plus tard et en avance sur leurs prévisions, le groupe ressort au sommet d'El Cap. C'est la 2e ascension du Nose, mais son premier enchaînement depuis le sol. Outre beaucoup d'autres ascensions majeures mais aussi mineures, sur la fin des années 60, nos 2 antagonistes semblent moins actifs et on croit alors leur domination sur la scène du Yosemite terminée. Mais voilà, le 23 novembre 1970, Warren Harding lance ce qui devrait être son baroud d'honneur sur une voie désormais bien connue, The Wall of the Early Morning Light, autrement appelée The Dawn Wall. Haut de 1000 mètres est considéré comme impossible à cause de sa partie inférieure totalement lisse, The Dawn Wall devait requérir plus de pitons à expansion que l'éthique ne saurait jamais l'accepter, mais s'il y a un homme qui s'en tamponne le coquillard comme il faut, c'est bien Warren Harding. Et après 27 jours, 330 pitons à expansion, rivets et autres crochets, mais pas de corde fixe, Warren Harding et son comparse Dean Caldwell se tenaient debout au sommet d'El Capitan. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que Robbins réponde, et dès février 1971, celui-ci revient dans la voie avec la ferme intention d'effacer cet affront. Longueur après longueur, il casse chaque piton posé par Harding, mais une chose surprenante se produit. Au fur et à mesure de l'ascension, Robbins est impressionné devant la qualité technique déployée par Harding durant certains passages artificiels. Il laisse alors tomber son entreprise de dépitonnage, partagée dans son sens de l'éthique, mais atteindra tout de même le sommet en 5 jours et demi en pulvérisant le temps d'Harding. C'est sur cette ultime opposition que se terminera ce chapitre du Yosemite, et finalement peu importe le gagnant, Royal Robbins aura prouvé au monde entier que de telles ascensions étaient possibles avec une éthique plus regardante de l'escalade. La nouvelle génération instaurera définitivement l'escalade libre comme la norme dans le Yosemite, avec des protagonistes comme Frank Sacherer ou Jim Bridwell, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Pendant les années 60, les Américains ont alors refait leur retard et sont même devenus petit à petit la référence en termes d'escalade dans le monde. En parallèle, en Europe, la mode était encore aux grandes expéditions et l'on s'entraîne à l'escalade dans les calanques de Marseille qui deviennent un terrain d'entraînement privilégié pour les Alpes ou les Dolomites. Mais ce n'est pas parce que les Américains ont été précurseurs qu'il ne s'est rien passé concernant l'escalade libre. Le monde s'est développé et certains grimpeurs rapportent d'autres pays ces nouvelles pratiques de l'escalade sans artificiel. Outre nos amis du Yosemite qui viennent montrer leur nouvelle maîtrise technique et matérielle en cochant quelques-uns des derniers problèmes restants dans les Alpes. En Belgique par exemple, un certain Claude Barbier alias Claudio fait parler de lui. Peu médiatisé de son vivant à cause de sa personnalité solitaire et de relations sociales compliquées, il va rapporter d'Allemagne de l'Est, l'un des foyers de l'escalade sportive, de nouveaux idéaux. Et si l'escalade libre s'est imposée assez longtemps dans ces pays comme l'Allemagne de l'Est ou l'Angleterre, rappelons que ces 2 bastions sont alors assez isolés du reste de l'Europe, ce qui explique le partage tardif de cette culture. L'Angleterre est géographiquement à l'écart et l'Allemagne de l'Est est confinée de l'autre côté du rideau de fer mis en place par l'URSS. Claudio découvre alors cette philosophie de l'escalade libre lors d'un voyage près de Dresde en Allemagne. L'éthique y est encore plus stricte car non seulement on ne pitonne pas pour progresser, mais on ne pitonne pas non plus pour s'assurer. En un mot, on ne touche pas aux rochers.
De retour en Belgique, il milite alors pour ne plus utiliser les pitons comme point de progression, mais seulement comme point d'assurage. Pour appuyer son idée, il ira même jusqu'à peindre les pitons des voies en jaune. On parlera alors de passer une voie en jaune pour signifier qu'on l'a grimpé en escalade libre. Un principe qui ressemble à celui développé par l'allemand Kurt Albert quelques années plus tard, qui consistera à marquer chaque voie d'un cercle rouge, puis de remplir ce cercle lorsque la voie est enchaînée en libre. Ce principe, appelé Rotpunkt en allemand et traduit Red Point en Angleterre, deviendra synonyme d'escalade libre et sera reconnu dans le monde entier. Et enfin, après une domination de l'alpinisme durant tant d'années, ce mouvement arrive en France par l'intermédiaire de Jean-Claude Droyer qui revient d'un voyage en Angleterre. Jean-Claude Droyer, c'est un personnage. Grimpeur et alpiniste, bien connu pour son ascension de la directe américaine au Dru en solitaire, ou de l'ouverture du premier 7A français dans le Saussois, il souhaite ériger l'escalade en tant que discipline sportive. Et il comprend en grimpant avec les Britanniques que cette éthique est exactement ce qu'il lui faut pour développer un sport. Il comprend que cette éthique peut servir de règle du jeu. Pour pouvoir créer une discipline sportive comparable, il faut que chacun respecte les mêmes règles. Il faut créer des standards qui permettront de définir un niveau de référence, et l'éthique développée par les grimpeurs britanniques en pose parfaitement les bases. Évidemment, Jean-Claude Droyer, comme Claudio, n'est pas naïf, et il lui semble évident que les pitons doivent tout de même être utilisés comme point d'assurage pour garder un niveau de sécurité suffisant. Il commence cependant à dépitonner un grand nombre de falaises, jugeant le nombre de spits plantés trop important. Il acquiert alors une mauvaise réputation, notamment auprès des alpinistes et des derniers défenseurs de l'escalade artificielle. Malgré la mauvaise image qu'il s'octroie, Jean-Claude continuera sa lutte, et la suite des années 70 lui donnera raison, puisqu'on observe de moins en moins de réfractaires et un engouement grandissant pour la discipline. Le matériel continue de se développer avec l'arrivée de baudriers modernes, la popularisation des cordes dynamiques ou les chaussons d'escalade de la marque EB, puis les années 80 portent le coup fatal, les pitons à expansion fleurissent sur les sites naturels qui commencent à être prééquipés, et un dimanche soir de 1982, un certain Patrick Edlinger apparaîtra sur le petit écran de millions de personnes, propulsant l'escalade dans une autre dimension, mais cela est une autre histoire. Et c'est donc à peu près à cette période que l'escalade libre est vraiment devenue la discipline sportive que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr, les débats continuent quant aux règles du jeu, et si les années 90 et 2000 ont été le théâtre de polémiques concernant les cotations, Alex Megos, un des meilleurs grimpeurs mondiaux, s'indignait plus récemment de l'utilisation abusive des genouillères, les considérant comme une aide artificielle. Certains grimpeurs ont même depuis ajouté des livres à l'intérieur de ces genouillères pour augmenter légèrement leur allonge de genoux. Bref, un débat sur les apports technologiques qui ne finira jamais. Finalement, et si Paul Preuss, John Salaté, Royal Robbins, Warren Harding, Jean-Claude Droyer ou encore Claude Barbier sont tous des acteurs qui ont participé à bâtir l'escalade moderne que nous connaissons aujourd'hui, ils n'avaient certainement pas en tête ce qu'elle est devenue. Serait-il satisfait de la façon dont a évolué la discipline? Il y a fort à parier que non, et d'ailleurs Jean-Claude Droyer lui-même expliquait en interview il y a quelques années sa déplaisance vis-à-vis de l'escalade de compétition, chose de plus en plus courante aujourd'hui. Autre grand développeur du libre en France, Patrick Cordier regrettera finalement en 1985 et dira « l'escalade libre, c'est précisément celle qui ne l'est pas », en ajoutant « avant nous étions peu nombreux, on faisait ce qu'on voulait, il n'y avait pas de règles, nous échappions à la société, nous étions libres dans un espace libre, puis sous la pression du nombre des adeptes, les règles du jeu implicitement admises sont devenues imposées ». Bref, que nous le voulions ou non, l'escalade évolue, elle ne nous appartient pas et qui sait à quoi elle ressemblera demain. Une chose est sûre, nous avons une discipline aussi riche que variée et à titre personnel, j'aime à penser que l'essence de la grimpe reste à l'interprétation de celui qui la pratique pourvu qu'il y trouve du plaisir. Alors je ne peux que vous inviter à défendre vos valeurs et vos opinions, chercher à faire évoluer ce sport de la manière qui vous semble la plus juste, la plus amusante ou la plus folle, mais s'il vous plaît faites-le toujours avec respect. Voilà, c'était le premier épisode de Parlons Cailloux, j'espère que le format vous a plu, moi ça m'a éclaté de le faire. Alors bien sûr, gardez en tête que tout ce que je viens de vous raconter, cette histoire, n'est probablement que les vestiges d'une réalité bien plus complète, donc n'hésitez d'ailleurs pas à mettre en commentaire vos questions sur le sujet, des recommandations de nouvelles vidéos à faire. Ce format va devenir un format régulier de la chaîne, plus ponctuel que les Cailloux News parce qu'il est évidemment beaucoup plus lourd à préparer. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre des messages de soutien, il y en a de plus en plus et ça fait toujours plaisir. Je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et en attendant moi je vous dis tchuss.